Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre des points dans un contrôle de français à cause d'une virgule oubliée? De l'histoire que je vais vous raconter, une virgule manquait aussi à l'appel, sauf que là, les conséquences furent des pertes de vie. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, et c'est parti pour l'incroyable histoire de Varig Vol 254. On est le 3 septembre 1989. Le vol 254 de la compagnie Varig Airlines est opéré par un Boeing 737-241. Il effectuait un vol régulier de Sao Paulo à Belém avec des escales à Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz et Marabá. C'est lors de la dernière liaison, c'est-à-dire de Marabá à Sao Paulo, que l'accident est arrivé. L'avion qui va effectuer le vol est un Boeing 737-241 immatriculé PP-VMK, un modèle exclusivement opéré par Varig. Il a été fabriqué en 1975 et il a 33 373 heures de vol à son actif. Il a seulement appartenu à Varig depuis sa création. Les passagers étaient seulement des Brésiliens car l'avion ne sortait pas du Brésil. Au niveau des pilotes, on retrouve César Augusto Padula Garcés. Il a 32 ans et son nombre d'heures de vol est de 6 928 heures, dont 980 sur le 737. Et Nilsson de Souza Zile, 29 ans et son nombre d'heures de vol est de seulement 884, dont 42 sur le 737. Varig avait la particularité de publier des plans de vol avec la direction représentée par un nombre avec 4 chiffres. En l'occurrence, l'avion devait partir dans la direction 027.0, soit une trajectoire nord-est. Mais, pour aucune raison claire, le point n'était pas sur le plan de vol. Le capitaine voyait donc 0270 sur son plan de vol, soit une route droite vers l'ouest. Il a donc réglé son indicateur de situation horizontale dans une direction plein ouest, pour lui rappeler la route à suivre. Ce qui était complètement incompréhensible car ce n'était pas le premier vol du capitaine, du coup il aurait dû comprendre qu'il ne partait pas dans la bonne direction. Après cela, le capitaine a réglé le PMS, un appareil qui mesure la distance qui reste jusqu'à la destination, à 178 miles, soit 286 km. L'avion décolle donc de Marabá à 17h25. Les passagers étaient très nerveux car, à ce moment, un match de foot décisif se passait entre le Brésil et le Chili. Les passagers demandaient donc régulièrement aux hôtesses d'aller voir le pilote pour être informés du score via le contrôleur de trafic aérien. L'aéroport de Belém n'était pas contrôlé, donc les pilotes devaient se référer à l'officier du service d'information de vol, ou SIS, dans un bâtiment loin de la piste. Sauf que ce contrôleur n'a pas accès aux écrans radars ni aux appareils de suivi développés. Il sert seulement à donner des informations de la météo et du trafic aérien et les résultats du match. L'avion vient donc de décoller et suit sa direction faussée de 0270 degrés vers le soleil au crépuscule, ce qui aurait dû donner une indication au pilote qu'il se trompait de direction vu qu'il devait aller au nord. Les pilotes ont effectué les vérifications d'après décollage et sont montés jusqu'à leur altitude de croisière à 29 000 pieds au-dessus de la forêt amazonienne. L'avion a atteint son altitude de croisière et le pilote remarque que tous les instruments marchent, ce qui renforce le sentiment qu'il va dans la bonne direction. Les pilotes voulaient contacter l'aéroport de Belém, mais ils ont seulement eu un son statique. Pourtant, aucun appareil ne semblait dysfonctionner, et tout marchait parfaitement. Les pilotes se sont débrouillés pour rentrer en contact avec un autre avion qui atterrissait à Belém, qui leur a précisé que eux pouvaient rentrer en contact avec la tour de Belém sans aucun problème, ce qui a semé la confusion dans le cockpit. Comme l'avion volait depuis 20 minutes dans la mauvaise direction, il était beaucoup trop éloigné de la fréquence radio de Belém, et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu les joindre. Sauf que ça, les pilotes ne le savaient pas. Ils ont pu rentrer en contact avec l'autre avion car celui-ci était assez proche d'eux. Pendant ce temps, le capitaine essaie de trouver la baie à côté de Belém, sauf que, vous l'aurez deviné, ils ne la virent pas. Ça faisait maintenant 23 minutes qu'ils volaient sur normalement 40 minutes de vol. Rappelez-vous, le PMS sert seulement à mesurer la distance restante avant l'arrivée et non pas si l'avion part dans la bonne direction.
À ce moment, le PMS a indiqué aux pilotes qu'ils avaient atteint la distance où ils devaient amorcer la descente. Ils ont donc demandé au FIS l'autorisation de descente. Le PMS des pilotes leur indiquait qu'ils devaient être au-dessus de Belém, sauf que, étant donné qu'ils étaient à l'opposé, ils ne la voyaient pas. Quand ils ont dépassé ce qui devait être Belém de 30 miles, les pilotes ont décidé de faire demi-tour et de descendre à 4000 pieds, histoire de voir l'aéroport. Cependant, à partir de 30 miles plus loin de Belém, ils seraient censés être au-dessus de l'océan Atlantique, ce qui n'était pas le cas. Malgré cela, les pilotes décidèrent d'amorcer quand même une descente. Le capitaine était sûr et certain qu'ils étaient proches de la destination, mais le copilote, lui, n'était pas aussi confiant. Il leur restait 1,5 heures de carburant, ce qui aurait suffi pour retourner à Maraba, sauf que ce n'est pas ce qu'ils ont fait, vu qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Au lieu de ça, le capitaine voulait absolument aller à Belém car il craignait des punitions de la part de Varig s'il n'allait pas à sa destination. Alors que l'avion descend, le copilote arrive à se brancher sur une fréquence radio basée à Belém. En plus, le commandant a remarqué une rivière qui pourrait être l'Amazone, et s'ils la suivent, ils atteindraient Belém. Les pilotes disposaient maintenant de 2 pistes pour les mener à Belém, la rivière et la radio. Les pilotes descendirent donc l'avion à 10 000 pieds et tournèrent à droite en suivant la rivière vers le sud. Et pour toute personne connaissant un tant soit peu le Brésil, il est clair que l'Amazone va d'est en ouest et non pas vers le sud. Du coup, c'est complètement absurde de suivre l'Amazone vers le sud. Ce n'est qu'après 1 heure que le capitaine remarque que les chiffres pour indiquer le cap devaient être plus petits vu qu'ils partaient vers le nord. Les pilotes ont donc pris la carte de navigation et ont réalisé leur grosse erreur. Vu que les 2 pilotes n'étaient pas partis dans la bonne direction dès le départ, ils ne suivaient pas l'Amazone mais bien le fleuve Xingu. Et qu'en est-il de la fréquence radio que l'avion suivait? En fait, elle ne venait pas de Belém mais de Goiânia qui utilise la même fréquence radio. Vu la distance, l'avion n'aurait pas pu capter la radio, mais à cause des conditions atmosphériques, la fréquence a rebondi sur l'ionosphère pour être captée par l'avion. Sauf que malheureusement, les pilotes ne le savaient pas non plus. Les pilotes ont réglé la hauteur de l'avion à 8500 pieds, histoire de capter des signaux d'aide à la navigation venant de Maraba ou de Caracas, qui étaient proches de Mbuku. Après avoir réglé les fréquences, ils ont réussi à capter des signaux qui leur ont indiqué d'aller vers le sud, alors qu'il ne restait plus que 1800 kg de carburant. Malheureusement, les signaux ne venaient ni de Caracas ni de Maraba, car en effet, ceux du premier étaient inopératifs et ceux du second étaient trop loin. A la place, l'avion a capté des signaux venant de Barra do Garças et de Goiânia, ayant eux aussi rebondi sur l'ionosphère pour atteindre l'avion. Le commandant a demandé aux copilotes de chercher la carte de navigation à basse altitude L3, ce qui les aurait permis de remarquer qu'ils étaient encore à portée de la base militaire de Chachimbo. Mais, malheureusement, le copilote n'a jamais trouvé la carte. La sombre réalité commence à se profiler. Ils vont devoir faire un atterrissage forcé dans la forêt. Le pilote a pris le micro pour expliquer la situation aux passagers et aussi leur avertir qu'ils vont devoir atterrir dans la forêt. 3 heures après le décollage, il ne leur restait plus que 100 kg d'essence. Les pilotes ont activé l'APU, le groupe auxiliaire de puissance, pour fournir de l'énergie électrique, mais ce système nécessite de l'essence pour fonctionner. Le moteur numéro 1 fut le premier à s'éteindre et les pilotes ont amorcé une descente à 8500 pieds. 1 minute plus tard, le deuxième moteur s'éteint, suivi de l'APU, ce qui a plongé l'avion dans le noir total. L'avion plonge dans la forêt et les pilotes n'ont aucune idée de où ils vont atterrir. Le train d'atterrissage n'a pas été sorti car cela aurait rendu l'avion encore plus lourd et l'aurait fait descendre plus vite. À 20h50, l'avion a percuté les arbres qui faisaient plus de 30 mètres de haut, ce qui a cassé les 2 ailes. La force de l'impact était proche de 15 G, ce qui a projeté des sièges vers l'arrière, tuant sur le coup 8 passagers et en blessant gravement 4 autres. Le bilan pour le reste fut sacrément clément, car sur les 54 personnes, 46 ont survécu à l'impact. Le pilote a cogné sa tête contre un instrument métallique et il est dans le coma. Après quelques efforts, le capitaine a réussi à sortir la radiobalise de repérage d'urgence, l'ELT, qui est fait pour envoyer un signal SOS sur les fréquences d'urgence, quand il est immergé dans l'eau. Les passagers ont donc utilisé tous les types de liquides qu'ils pouvaient trouver, comme leur urine et l'eau qui restait dans le bar, ce qui a causé un manque d'eau. Heureusement, un des enfants survivants était un scout et une petite expédition fut créée pour trouver de l'eau potable. Une mission qu'ils ont réussi en trouvant un petit cours d'eau. Pendant ce temps, les recherches étaient à leur maximum avec des expéditions pour retrouver l'avion.
Le lendemain, une autre expédition composée de 4 survivants pour aller chercher de l'aide a été créée. Et miraculeusement, ils n'ont eu qu'à marcher que quelques kilomètres pour trouver un agriculteur qui habitait par là. Cet agriculteur les a conduits à un voisin qui avait une radio pour contacter les secours. Grâce à cela, les restes de l'avion avec les survivants furent retrouvés 2 jours après, à 1100 km de Belém. 4 autres personnes succombèrent à leurs blessures, et ce qui fait maintenant 12 morts. Miraculeusement, les 42 passagers ont non seulement survécu au crash, mais aussi à 2 jours dans la jungle. Les investigations ont commencé rapidement et il s'est vite avéré que le crash est causé à la base à cause de ce point manquant sur le plan de vol, mais aussi à cause de grossières erreurs de navigation. Ce crash ne pourra certainement plus jamais se reproduire, surtout grâce aux nouvelles techniques de navigation et de localisation. Merci d'avoir regardé, tu likes, tu t'abonnes, tu mets un gentil commentaire si tu veux, et à la prochaine.